Bonjour Walter Bouvet. Bonjour Mickaël. Tu es le cofondateur d'Openland et aujourd'hui je te propose qu'on évoque un sujet que vous traitez chez Openland et qui t'est cher, qui est celui des récits communs. On peut peut-être d'abord parler de l'enjeu des récits communs au sein des entreprises, des organisations, et puis on pourra évoquer après l'enjeu du territoire. Comment tu abordes la question chez Openland avec tes équipes quand tu as une organisation qui vient, qui fait une fresque ou une catalyse et qui ensuite se projette sur le long terme par rapport à cet enjeu de récit? Déjà pour parler de récit, en fait, il faut réinscrire l'entreprise dans quelque chose qui la dépasse, qui est l'enjeu de société. On sait aujourd'hui que l'idéal serait de réinscrire l'économie en général et donc l'entreprise en particulier dans ce qu'on appelle les limites planétaires, avec ce plafond, ces limites écologiques à ne pas dépasser, par exemple la question du climat, la question de la biodiversité, et puis ce plancher, ce seuil indispensable de permettre à chaque humain, chaque personne sur tous les territoires d'accéder à minima aux services essentiels. Voilà. Donc comment est-ce que c'est la théorie du donut qu'on connaît maintenant, qui est un concept très clair et très limpide. Donc pour se réinscrire dans ces limites, il y a tout un tas de choses à réinventer pour l'entreprise, parce que ça suppose de questionner le sens même de l'entreprise. Est-ce que dans ces limites-là, il y a des choses, par exemple, qui disparaissent? Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent? C'est en gros des choses dont on n'a pas besoin ou plus besoin ou qui sont vraiment pas prioritaires, d'autres qui le sont et sur lesquels il faut accélérer, et par les acteurs économiques entre autres. Et puis au-delà de ces questions du sens, il y a la question de comment on fait, donc comment on se projette dans un avenir à 5 ans, à 10 ans, à quoi on ressemble, et aussi peut-être quelles limites on se fixe comme entreprise. Est-ce qu'on est dans une entreprise par exemple qui va croître indéfiniment, ou est-ce qu'à un certain moment on se dira voilà, on a atteint une taille qui est suffisante pour la survie de l'entreprise, et peut-être qu'on n'est pas obligé d'être dans l'imaginaire, et c'est là qu'on touche la question de récit, de la croissance éternelle, voire de la Startup Nation, de la licorne, donc de l'hypercroissance en fait, qui, même si en réalité elle touche assez peu d'entreprises, finit par produire un cadre, pas seulement intellectuel, mais aussi un cadre émotionnel, dans lequel les entrepreneurs se voient. Donc tu vois, en repartant de quelque chose qui est très sociétal, on arrive au cœur de la problématique de l'entreprise et dans quelle limite elle va s'inscrire. Donc quand tu dis ça, quand tu arrives à toucher ça avec les dirigeants, avec les dirigeantes, forcément tu déconstruis tout un tas de choses qui étaient là précédemment et qui n'étaient même pas questionnées en fait, qui étaient juste des évidences. Même si tu as une TPE, PME, voire une ETI, tu n'étais pas forcément dans des logiques de licorne, mais quand même c'est le cadre dans lequel tu évolues, c'est ça la reconnaissance sociale, c'est ça, voilà. Donc il y a tout ça à déconstruire avant ensuite de reconstruire. Voilà, ça c'est le cadre déjà. Et justement cette reconstruction, ça passe par quoi? Par de l'intelligence collective, par des ateliers de facilitation? Ça passe par plein de choses. Je reviens à un instant, ça passe déjà par l'acceptation de déconstruire. Cette phase est hyper importante. Beaucoup d'entreprises arrivent avec des solutions, ou disent on a des solutions, voilà. On sait ce qu'on doit faire, on va le faire. Et on se pose tout de suite la question du comment, voire du quoi. Et si on revient un peu à un autre cercle qui est celui de Simon Sinek avec le fameux why, enfin, la question du pourquoi et donc du sens, pour pouvoir reconstruire, il faut accepter de re-questionner ce pourquoi on est là, qu'est-ce que je fais, que fait mon entreprise, que fait mon organisation, qu'est-ce que je fais moi aussi comme dirigeant, c'est quoi mon but dans la vie, qu'est-ce qui me fait vibrer, à quoi j'ai envie de contribuer et à quoi j'ai pas envie de contribuer. Donc juste prendre ce temps-là, et il y a tout un tas de méthodes pour y arriver, qui sont des méthodes qui permettent déjà de s'aligner individuellement, moi, mon organisation et mon écosystème, et de trouver cet alignement-là. Ça c'est la première étape, en tout cas pour les dirigeants. Ensuite pour l'entreprise, c'est de partager ça avec les collaborateurs. Et effectivement, la dimension collective, elle est fondamentale. Parce que si c'est pour changer de manière pyramidale ou autoritaire, malheureusement ce ne sera pas compris, pas accepté, ou ça risque de générer
finalement une forme d'acceptation mais avec une souffrance silencieuse en fait. Qui ne durera pas. Voilà, et le problème, voilà, alors qui ne durera pas, ou ce sera une entreprise qui, au nom de cette nouvelle radicalité entrepreneuriale, fera peut-être un peu créera de la douleur, de la souffrance, et il y aura du turnover hyper important. Donc dans un cas tu fais rien, tu auras du turnover parce que les salariés ils veulent de plus en plus, ils aspirent à une société plus juste et plus écologique. Donc si tu fais rien, ils ne viendront pas chez toi ou ils partiront. Si tu le fais de manière trop brutale, ça sera humainement pas vivable, quoi. Donc finalement ça reviendra au même. Donc au-delà d'aligner les dirigeants et les dirigeantes avec ces objectifs sociétaux, il y a le besoin d'aligner le projet, j'allais dire, de la tête aux pieds, quoi. Et donc que toute l'entreprise finalement se retrouve autour de ce projet. Donc c'est un temps de discussion, c'est un temps de partage, et d'abord ça consiste à créer une langue commune, une compréhension des enjeux, une compréhension de comment ils s'inscrivent dans l'entreprise, une compréhension et un partage et une co-création aussi justement de ce nouveau récit, de cette nouvelle vision de l'entreprise à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Où est-ce qu'on va aller ensemble? Et même si chaque cas est particulier et personne ne part du même niveau de maturité, est-ce que vous discernez chez Openland, de par le nombre d'organisations accompagnées, une sorte de délai moyen pour cette phase de déconstruction et de création d'un nouveau récit commun? La déconstruction, ça peut aller assez vite. D'abord parce qu'on est passé par plusieurs crises, dont la crise du Covid, le retour de la guerre aux portes de l'Europe qui a fait avancer sur la question de la sobriété par exemple. Et donc un certain nombre de choses sont le GIEC avec les rapports sur le climat, les rapports sur la biodiversité. Donc bon, il faut vraiment vivre dans une caverne désormais pour n'avoir pas compris ce qui est en train de se jouer. Ou être totalement cynique. Donc la plupart des entreprises avec lesquelles on travaille sont des organisations qui ne sont pas cyniques. Les gens ont plutôt envie de bien faire. Ils se posent plutôt la question du comment. Cette phase de déconstruction, je dirais que c'est un travail permanent. C'est sans fin. Et la phase de reconstruction, elle aussi, c'est sans fin. Mais pour ce qui est du gros boulot de démarrage, je pense qu'en quelque chose comme 1 an ou 2, donc ça prend quand même un peu de temps, en 1 an ou 2, on peut avancer pas mal. Quant à la phase de reconstruction, là je pense vraiment que c'est absolument sans fin. C'est un éternel recommencement parce que le monde va beaucoup changer, parce qu'on va devoir s'adapter, parce que les territoires vont être impactés par des phénomènes écologiques et sociaux, parce que les filières vont être impactées, parce que il y a 3 ans, on aurait dit voilà, le Covid, on va se retrouver avec des masques, on va télétravailler, et les gens nous auraient regardés comme des ovnis. Et pourtant c'est arrivé. Donc on s'est réinventé en live en fait. Ce qui va être important, c'est de comprendre qu'on va devoir se réinventer probablement un peu tout le temps. Mais dans cet exercice de réinvention, est-ce que finalement la création du récit commun n'a pas une durée de vie plus importante que le comment? Si, justement, on vient au pourquoi, et le pourquoi c'est quelque chose qui est extrêmement structurant. Surtout dès lors qu'on accepte de se replacer, comme je l'évoquais, dans cette notion de limite planétaire. Si on cherche à être un acteur économique avec les contraintes d'un acteur économique, c'est-à-dire une entreprise, ça doit être profitable par exemple. Elle a des problématiques d'embauche, de gestion, d'innovation, voilà, tout ça, il ne s'agit pas de le remettre en cause. Simplement de dire que le logiciel, le système d'exploitation qui sous-tend tout ça, lui, on va l'inscrire dans de nouvelles limites. Et si on accepte de faire ce travail, qui n'est pas d'avoir la solution toute faite là maintenant, mais plutôt de dire ok, c'est le projet. Et donc, à chaque étape de l'entreprise, dans les années qui viennent, on va s'assurer qu'on est bien, c'est notre boussole en fait, qu'on s'inscrit un peu dans cette logique. Et donc, comment l'entreprise, demain, elle sera d'abord plus légère, donc elle va détruire moins. Ensuite, elle sera peut-être contributive, elle va se dépasser elle-même pour aller regarder, ça peut passer par la philanthropie, mais pas que, comment elle peut contribuer à quelque chose qui la dépasse, ou travailler avec les filières, en amont, en aval, dépasser son petit nombril. Et puis enfin, pourquoi pas, devenir ce qu'on appelle régénérative, au sens où elle va essayer d'améliorer la situation, donc ce que nous on appelle réparer. Réparer les écosystèmes, réparer l'humain, et être un peu plus que dans un système stationnaire où on préserve. Essayer de réparer. Ça c'est vraiment une gageure pour l'instant.
Et si on change d'échelle pour maintenant aborder la question des territoires, parce que Open-End accompagne aussi beaucoup de collectivités, l'enjeu du récit commun à l'échelle d'un territoire par rapport à une organisation où là tu parlais du dirigeant puis d'un travail collaboratif en interne. Quand c'est un territoire, tout d'un coup l'exercice est plus complexe parce que c'est plein d'organisations qui ont eux-mêmes à l'échelle individuelle leur propre chemin à faire. Comment vous vous y prenez? Comment tu le traverses avec peut-être des exemples concrets sur certains territoires? Alors, comme tu dis, c'est extrêmement complexe et c'est systémique déjà à l'échelle d'un territoire. Si on prend ici, nous on est sur le territoire dans la région des Pays de la Loire, dans le département de la Loire-Atlantique, avec, tu vois, on a un littoral, on a un fleuve, donc la géographie, elle est assez, c'est essentiel de repartir aussi de la dimension géographique. Donc ça se fait avec une vision globale du territoire et puis quand tu agis, malgré tout, tu es obligé de resserrer un petit peu la focale, tu n'as pas le choix parce que sinon c'est beaucoup trop complexe. Donc on voit ça plutôt comme des systèmes qui s'imbriquent un peu comme des poupées russes et donc malgré tout, même sur un territoire, de retravailler ou de travailler à des échelles qui sont jouables en fait, pas être trop stratosphérique. Par exemple, ça peut se jouer à l'échelle d'une agence de développement économique. Ouais. Très important, puisque le système d'une agence de développement économique, le fondamental depuis pas mal d'années, c'est l'attractivité. C'est comment on va faire pour amener, quoi qu'elle fasse, des entreprises ou des acteurs économiques sur le territoire qui vont créer ce qu'on appelle de la valeur et de l'emploi, sans se questionner sur le sens et donc une nouvelle fois sur le pourquoi de ces entreprises et de ces activités économiques. Et tu vois bien, le raisonnement, en fait, il est le même. Si tu te dis, ok, on va nous-mêmes, à l'échelle du territoire, accepter de réinscrire l'économie, enfin essayer de la réinscrire, en tout cas dans les limites planétaires, avec cet enjeu social et cet enjeu environnemental, tu vas peut-être pas aller draguer, pardonne-moi l'expression, mais tu vas peut-être pas aller draguer les mêmes acteurs. Ouais. Tu vas peut-être réfléchir à qu'est-ce que je veux faire prospérer sur mon territoire, quel type de filière, quel type d'acteur économique, avec quelle finalité et comment j'ai envie qu'ils travaillent. Ce qui fait que ça va un peu changer le casting aussi. Ça va changer le casting, ça va changer la manière de faire travailler les acteurs économiques ensemble et l'essentiel en fait, au fond, c'est de les faire ou de les refaire coopérer en vrai. Ouais. Tu peux prendre ça à l'échelle d'une zone d'activité par exemple. Une zone d'activité, donc il y a un périmètre qui est défini. Zone d'activité, le principe, c'est on vend du foncier, on met des usines ou des bureaux, et puis une fois que c'est fait, il n'y a plus personne. Enfin, je caricature un peu. Mais est-ce que cette zone d'activité, c'est pas finalement en soi une organisation ou un organisme dans lequel on va pouvoir mutualiser des choses, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. On va pouvoir mutualiser des services, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. On va être précautionneux avec le foncier, qui est extrêmement rare, et plutôt vérifier qu'on va préserver les fonctions écologiques du foncier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de bâtiments, mais le strict nécessaire, et pas des bâtiments qui s'étendent de manière illimitée précisément. Et comment on va accéder à ces zones d'activité? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y produire? Comment la valeur va circuler? Et donc là, on retrouve à une échelle plus territoriale des enjeux qu'on retrouve à l'échelle d'une organisation. Et au fond, il y a 4 grands points cardinaux que sont le climat, la biodiversité, les ressources, ça ce sont les grands enjeux, et l'humain évidemment. Et quelque chose qui va faire travailler tout le monde ensemble, c'est la notion des communs, c'est de quoi on a besoin ensemble et à quoi on va contribuer ensemble. Par exemple, ça peut être un lac, ça peut être une rivière, ça peut être la pollution, donc l'air qu'on respire, la qualité de l'air qu'on respire plutôt. Voilà, donc ça, ce sont des communs auxquels on va travailler ensemble. Et à l'intérieur de tout ça, comment on crée, pourquoi on crée et comment on distribue la valeur. La valeur ou les valeurs financières et extra-financières. Ce qui est intéressant aussi avec cette boussole du pourquoi, c'est que finalement ça vient complètement pulvériser le débat de croissance-décroissance, plutôt sous l'angle de qu'est-ce qui doit croître, qu'est-ce qui doit décroître. Mais l'enjeu, c'est finalement de créer une croissance régénérative, pour reprendre les termes d'Open-End. Exactement. Alors moi, je balayerais même le terme de croissance en lui-même. C'est trop connoté. Voilà, d'un point de vue physique. En fait, il y a une telle charge
émotionnels, culturels, idéologiques, tant dans le terme croissance que dans le terme décroissance, que malheureusement ces termes-là rendent la réinvention du modèle très problématique. Repartir de, encore une fois, cette théorie du donut de Kate Raworth, des limites planétaires et des nécessités humaines, permet de reposer un cadre, un terrain de jeu, en fait, dans lequel on va réinventer la notion même de ce qu'est la richesse. J'aime beaucoup personnellement le terme de prospérité qui a été remis au jour par l'économiste Tim Jackson, puisque lui il parle de prospérité sans croissance. Enfin, comment je peux prospérer, comment un territoire peut prospérer, comment mon entreprise peut prospérer sans forcément être dans cette logique de croissance ou d'hypercroissance. Et effectivement, de manière plus opérationnelle, comme tu le dis très bien, ça va se traduire par plutôt faire décroître certaines choses. Donc typiquement notre consommation d'énergie fossile, elle doit baisser. Voilà. On peut dire baisser au lieu de décroître si ça nous gêne. Voilà. Elle doit diminuer, ça c'est sûr. Et puis augmenter la circulation du savoir, augmenter la coopération, améliorer le partage de la richesse produite. Redéfinir aussi, peut-être, ce qui est important et ce qui est superflu. Se concentrer dans des temps qui vont être peut-être difficiles parfois sur ce qui est important et se dire que ce qui est superflu viendra ou restera si c'est possible. Voilà. Et si c'est pas possible, bah, tout simplement ça disparaîtra. Voilà. Mais préservons l'essentiel. Et si on prend un exemple de territoire qui est évidemment très regardé en région parisienne, la ville de Paris, qui partage énormément de data sur l'évolution de ces indicateurs, quelle analyse tu fais de la trajectoire d'une ville comme Paris vis-à-vis des objectifs du développement durable? Alors la ville de Paris c'est intéressant parce que c'est une des villes, une des capitales même mondiales qui s'est investie très vite dans ces sujets et sur laquelle on commence même très récemment justement à avoir des données. Typiquement, est-ce que le territoire parisien arrive à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment sur la trajectoire bas carbone de l'accord de Paris? Et malheureusement la réponse est non. Et ça c'est très récent. On voit qu'il y a des choses qui prennent, et qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et donc ça c'est plutôt la dimension encourageante de cette démarche. Ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est de la préservation des équilibres écologiques dont on dépend, humainement, d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique aussi, malheureusement le compte n'y est pas. Et donc pour moi, ça sonne comme un avertissement en fait, sur le fait qu'on n'est pas encore à l'échelle des enjeux. Et puis par ailleurs, il y a quelque chose avec la ville de Paris, non seulement, mais aussi avec l'Île-de-France, la région Île-de-France. Il y a des problématiques de densité de population, de densité minérale, de revégétalisation qu'il faudrait envisager à une échelle absolument massive, qui me paraissent être aujourd'hui des défis colossaux dont on n'a pas pris la mesure. Et donc imaginez que demain on va pouvoir se réinscrire dans les limites planétaires ou entrer dans cette dimension régénérative qui est une ambition plus qu'un état à un moment donné, sur des territoires ultra concentrés humainement, en termes d'habitat et en termes d'activité, ça me semble une gageure. Il y a un besoin pour les territoires de se repenser de manière plus vaste avec des villes qui vont peut-être atteindre une certaine taille, métropolitaine pourquoi pas, et qui vont s'appuyer sur un réseau autour d'elles, un réseau de villes dont la densité va croître, cependant que le cœur, lui, se stabilise ou décroît légèrement. Donc finalement, ce que tu me dis, c'est que la trajectoire globale est plutôt bonne dans le sens où tout se met en mouvement un peu partout, mais que le timing, par contre, pas du tout en adéquation avec les objectifs qu'on s'est fixés. Il y a un concept qui est un peu connu, qui est la notion de point de bascule, le tipping point. Mon intuition depuis plusieurs années, c'est qu'on est face à un phénomène de double point de bascule. Le point de bascule écologique d'abord, qui est documenté par la science, et sur lequel on observe que tout ce qui a été travaillé, annoncé par des scénarios plus ou moins pessimistes par les scientifiques, qui sont restés très prudents, eux, dans leur communication sur ces scénarios, parce qu'ils sont rigoureux, ils ont de la méthode,
eh bien, les faits et donc les années qui passent, les unes après les autres, montrent qu'on est plutôt sur les scénarios hauts, par exemple le scénario du GIEC en termes de changement climatique. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle au sens où la science, elle est robuste et on peut lui faire confiance dans sa capacité à scénariser l'avenir et à faire de la prospective. Ça, c'est quand même pas rien de savoir où on va. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'aujourd'hui, ça va assez vite et un peu plus vite que ce qu'on pouvait espérer ou redouter. Ouais. Le deuxième point de bascule, c'est un point de bascule culturel et sociétal, et qui est raccroché à la notion de récit d'ailleurs. C'est ce phénomène humain qui fait qu'à un moment donné, notre langue commune évolue, elle évolue, les histoires qu'on raconte et qu'on se raconte en tant qu'espèce fabulatrice, comme dirait Nancy Houston, changent. Et donc elles sont nourries justement par les événements, par la science, par la crise du Covid, par les canicules qu'on a connues, par tout ce qu'on voit. Pas totalement, c'est pas un récit absolu, il n'est pas totalitaire, et il y a même encore beaucoup de gens aujourd'hui qui n'y croient pas ou qui pensent que c'est pas aussi important que ça. Mais cette bascule-là, elle produit des choses à retard, parce que le temps que je prenne connaissance, le temps que je comprenne, le temps que je m'imprègne, le temps que je prenne une décision, le temps que je mette en mouvement l'écosystème autour de cette décision, le temps que je finance la décision, le temps qu'elle advienne, le temps qu'on construise de nouveaux bâtiments, des éoliennes, tout ce que tu veux, etc., et qu'on finisse par mettre en œuvre des solutions, ça c'est un temps qui demande du temps, qui demande probablement 1 à 2 générations. Je trouve que ce qu'on a fait à l'échelle humaine est déjà absolument incroyable, même si c'est extrêmement insuffisant. Mais il y a un effet de seuil aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ces changements-là produisent des décisions, des actions concrètes qu'on va pouvoir mesurer, dont on mesurera les effets. Et donc je suis convaincu qu'on va observer aussi dans les conséquences de nos actions, c'est peut-être mon côté positif ou optimiste, une accélération des effets. La grande question, c'est de savoir si ces 2 points de bascule vont réussir à s'ajuster, ou si on ne va pas avoir un effet ciseau, où malheureusement le point de bascule écologique va être trop fort pour que notre bascule sociétale soit à la hauteur de cette bascule écologique. J'ai peur que non. Une fois qu'on a dit ça, sans vouloir se faire peur, mais juste en essayant d'être le plus factuel possible, c'est-à-dire qu'il faut envisager le scénario ciseau, vers une période un petit peu critique, de multiples crises qui vont aller en augmentant. Donc il y a un enjeu finalement de résilience également, en parallèle de la transformation qui est à travailler. Comment, si vous le traitez chez OpenAnd, comment vous le traitez ça ? Alors complètement, ce qui est délicat dans cette affaire, c'est qu'on a à la fois cet enjeu de transformation, tu prends une entreprise et on va travailler sur sa stratégie bas carbone par exemple, et la question de la résilience et donc de l'adaptation au changement. Ce qui est très très difficile en fait, parce que par définition ces changements sont imprévisibles et lointains. Donc la manière de travailler, c'est de poser des scénarios. En fait, des scénarios en acceptant d'ouvrir assez largement le spectre pour se dire, ok, dans tel et tel scénario, comment je vais me comporter, qu'est-ce qui va changer par exemple sur mes approvisionnements, comment mon marché va changer, donc ça c'est plutôt sur la partie aval de mon activité. Et donc en fonction de ça, comment mon activité elle-même, je vais devoir réfléchir à la changer. Alors la difficulté pour une entreprise, c'est que pour être debout, une entreprise a besoin de revenus. Et que ces revenus, elle va les chercher aujourd'hui, sur ce qu'on appelle un marché d'offres et de demandes. Et que ce dont on parle là, c'est demain, et c'est peut-être, et c'est pas sûr, et on ne sait pas vraiment comment. Donc ça demande une capacité d'adaptation et une humilité aux dirigeantes et aux dirigeants d'entreprises ou de territoires d'ailleurs, qui est, selon moi, inédite. C'est pour ça que ce sujet de la résilience et ce sujet de la transformation, il appelle clairement à la refondation d'un leadership. Les personnes qui drivent des communautés, qui tirent des communautés, des boîtes, des territoires, doivent eux-mêmes changer radicalement. Donc on a parlé des enjeux de transformation, des enjeux de résilience pour préparer, malgré la transformation amorcée, des risques de crise qui vont advenir malgré tout. Et en ce moment,
Il y a aussi une question qui est soulevée, qui est sociétale, qui est en partie économique, mais quand même très sociétale, qui est la semaine de 4 jours, la réduction du temps de travail. Il y a beaucoup d'études qui sont menées dans différents pays, notamment des pays européens, mais pas seulement. Sur cette question de la capacité pour les organisations, notamment les entreprises, à investir économiquement et du temps dans la transition, la résilience, tout en réduisant le temps de travail, est-ce que c'est une équation qui est économiquement tenable? Comment tu analyses par rapport aux data que tu peux voir passer ce paradigme? Je crois que c'est une question qui est très complexe et qui s'inscrit dans une prospective justement, dont on a un peu parlé, qui est elle-même très instable. Donc je me risquerai certainement pas à affirmer les choses, peut-être poser quelques éléments. Le premier élément, c'est que le temps de travail contenu, entre guillemets, donc réduit ou pas, mais ne pas consacrer toute sa vie au travail, c'est à peu près clair que c'est une aspiration sociétale. Je ne pense pas que ce soit être un affreux révolutionnaire que de dire ça. C'est là et c'est vrai. Dans ce grand moment qu'on vit, qui est un moment de quête de sens, il y a deux choses. Il y a à quoi je consacre ma vie professionnelle. Et là, on touche le sens de l'entreprise, l'essence même de l'entreprise. À quoi sert-elle? Et comment est-ce qu'elle va justement servir, aussi contribuer à cette mission sociétale? Et deuxième chose, comment je le fais sans me brûler? Sans me brûler parce que j'évolue, parce que j'apprends des choses nouvelles, parce que je travaille dans un cadre collaboratif, et aussi parce que le temps que j'y consacre est un temps raisonnable. Et je pense que quand on agit sur tous ces paramètres, la question pure et dure du temps de travail, je ne vais pas dire qu'elle devient secondaire, mais tu vois, elle s'inscrit dans quelque chose de plus large. Et donc, à la limite, tu pourrais avoir envie de travailler beaucoup moins dans une entreprise pas terrible, et un peu plus dans une entreprise qui en vaut le coup, qui en vaut la peine. Et puis peut-être avec des rythmes qui changent au fil de la vie. C'est pas la même chose quand tu as tes enfants qui sont jeunes, ou qu'ensuite, peut-être ils grandissent, ils s'en vont, et tu retrouves du temps. Donc là, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être évolutif. Oui. Maintenant, il y a un autre paramètre qui est un paramètre plutôt physique et économique, qui est que l'entreprise, si elle veut produire, elle a besoin de ce temps de travail. Et dans une société qui va devoir se simplifier probablement et entrer vers plus de sobriété, moins de consommation énergétique, la question du travail manuel va se reposer nécessairement. Dans l'artisanat, dans les circuits courts, dans l'agriculture. Donc la question pour moi, c'est aussi comment on va réenchanter quelque part le geste technique, le geste manuel, et pas seulement être devant un ordi pour faire de la communication et du marketing. Je ne critique pas cette fonction-là, je la connais bien par ailleurs, mais voilà, il y a quelque chose du réenchantement, et on est aussi dans le récit du geste technique et manuel qui va être essentiel pour réussir cette sobriété. Donc ça, je vivrai ce deuxième paramètre. Et puis, pour finir sur peut-être une note plus philosophique, la question de à quoi je sers. À quoi je sers, c'est aussi quel est le temps de qualité que je passe avec mes amis, avec ma famille, avec mes enfants. Comme père de famille, aujourd'hui, je crains que mes enfants soient confrontés à un avenir plus difficile que ce que je vis ou ce que j'ai vécu ou ce que je vivrai dans les années qui viennent. Je le sens plus complexe, et la génération qui monte, je pense qu'elle va avoir besoin de la génération d'avant pour l'accompagner, pour l'aider, pour lui consacrer du temps économique, ou à développer une économie différente, peut-être aussi consacrer du temps à une économie moins marchande, à des tâches difficilement monétisables aujourd'hui, ou difficilement comptables en tout cas. Et ça va être aussi le rôle d'une partie de la société. Donc je vois le temps de travail comme se réagençant en un travail monétisable et un travail qui n'est pas monétisable mais qui a une grande valeur pour la société. On appelle ça le bénévolat, on appelle ça la philanthropie, on appelle ça et une réarticulation de ces temps. Finalement, là on rejoint encore la question des récits et du vocabulaire, c'est-à-dire que si on remplace temps de travail par temps d'activité, que ce soit au sens travail
stricte du terme dans le cadre d'un contrat ou un temps d'engagement dans une association ou dans tout simplement son quartier par exemple. Le temps d'activité, si les tâches qui aujourd'hui sont facilitées par une forte consommation énergétique sont substituées par des tâches finalement plus longues à réaliser, on risque d'avoir un temps d'activité plus ample, mais un temps de travail au sens très classique du terme, peut-être réduit pour justement permettre ce temps d'activité nécessaire à la résilience. Peut-être, effectivement, et ça touchera la notion d'emploi, la notion de chômage. Et là, il y a une réinvention de la même façon que la notion de croissance, décroissance, de PIB. Tout ça est à réinventer dans cette logique de régénération et de prospérité, d'une nouvelle forme de prospérité. La notion même de travail, d'emploi est à redessiner. Alors après, c'est des débats sans fin de toute façon, parce que puisqu'on parle de récit, je ne crois pas en l'émergence d'un récit unique, parce que s'il était unique, il serait totalitaire. Et alors là, ça me heurte profondément, la liberté de penser, de croire, d'imaginer, même de personnes qui prennent des chemins auxquels je n'adhère pas du tout. Je pense qu'elle fait partie d'une forme de biodiversité des récits aussi. Donc la diversité des récits, elle est importante. De ça, on tirera des chemins dominants, on fera des choix sociétaux, il y a des choix démocratiques à faire aussi. Donc c'est un long chemin et en plus, je suis convaincu que c'est un chemin sans fin. Merci beaucoup Walter. Merci Michael. Échange.